questions, donc il faut que je me rapproche du micro. Alors, la demande qui m'avait été faite concernait donc les défis agricoles de l'Europe pour essayer de voir un peu quels sont les éléments auxquels l'Europe va être confrontée. Je vous propose de regarder d'abord un tout petit peu dans le rétroviseur. Au lendemain de la guerre, l'Europe est ruinée, tout le monde le sait, je vais aller un peu vite. Il faut nourrir une population. Si on regarde ce schéma, vous verrez que la production, là pour la France, avait chuté fortement, puisque la production de blé était de l'ordre de 50% de ce qu'elle était avant-guerre. Et pour le vin, c'était 47% seulement. J'ai essayé de trouver quelques exemples viticoles, eu égard à la région. Il faut aussi reconstruire l'Europe, il faut de la main-d'œuvre, et pour ça, il faut moderniser l'agriculture, pardon. Alors, la modernisation de l'agriculture, elle va être permise par, d'une part, le plan Marshall, qui va permettre à l'Europe de recevoir un peu plus de 16 millions en 4 ans, mais ce sont, on peut le rappeler, des prêts qui sont conditionnés, c'est-à-dire qu'il faut acheter aux États-Unis du blé et des tracteurs, on en a là. Et si on regarde quels étaient les outils que la France pouvait mettre à cette reconstruction et cette modernisation de l'agriculture, on a juste à la fin de la guerre toute une série de choses. La Fédération nationale des crédits agricoles qui se met en place en 1945, la même année la réorganisation des coopératives de mutualisation du matériel agricole, les CUMA, et puis en 1946 la création de l'INRA, l'Institut de la recherche pédagogique. Pardon, agronomique. 57, c'est le traité de Rome, on va passer vite sur la question. Le traité de Rome, c'est la mise en place de la politique agricole commune avec 3 principes: la fin des barrières douanières, la préférence communautaire qui va permettre effectivement à l'Europe de se protéger de l'extérieur, et puis le budget européen et la solidarité financière. Ça a pour effet de mettre en place une politique de soutien des prix qui, vous le voyez sur le schéma, petit à petit vont augmenter. Et les années 1960-1980 symbolisent le succès de cette politique, puisqu'on atteint au début des années 70 l'autosuffisance alimentaire dans l'Europe, la première Europe. L'Europe devient un très gros producteur, premier producteur mondial d'un certain nombre de denrées, le raisin par exemple, les olives, le vin, la bière, la betterave à sucre, le lait. Et assez vite, un deuxième pilier vient compléter cette politique qui va permettre une modernisation des exploitations agricoles. Si je prends l'exemple de la France, il y a 45 000 tracteurs à peu près avant-guerre. Il y en a 10 fois plus en 1956. Donc vous voyez que la modernisation a été rapide. Elle s'accompagne aussi d'une utilisation croissante et d'engrais et de produits qu'on appelle aujourd'hui phytosanitaires. Et s'accompagne également à partir de 1999 d'une politique de développement rural qui a notamment des incidences sur le développement du tourisme. On a fini avec le rétroviseur. Les effets de cette politique. Les effets de la politique qui a été mise en place, c'est d'abord l'autosuffisance alimentaire, je l'ai dit, dans les années 70, c'est de fortes augmentations de la production. Si on prend l'exemple français, de 1954 à 1972, la production agricole a été multipliée par 3,5, ce qui est quand même assez net. On peut quand même remarquer que dans le même temps, le PIB français, lui, il a été multiplié par 6. Donc la progression, certes, mais pas forcément aussi rapide. Cette progression a été permise par une utilisation croissante des engrais, de ce que l'on appelle globalement en comptabilité agricole les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les engrais, les produits
de traitement, mais aussi l'aliment du bétail, mais aussi les services vétérinaires, mais aussi les services du mécano pour le tracteur, etc. Et cette part, ces consommations intermédiaires ont cru plus vite que la production. Ça a permis effectivement cette croissance de la production, mais ça a été beaucoup plus vite et on estime qu'en valeur, ces consommations intermédiaires sont multipliées par double de valeur tous les 7 ans, ce qui est relativement rapide. Alors les effets, c'est qu'on a eu des surproductions. Alors, vous vous souvenez presque tous dans la salle des montagnes de lait en poudre et du beurre d'intervention. Ce qui a nécessité de faire évoluer la politique agricole commune. Dès 1968, Sico Mansholt, qui est commissaire européen à l'agriculture, annonce qu'il va falloir prendre des mesures de restriction, de limitation des excédents, etc. Il y a un plan qui est mis en place en 1972 qui n'est pas très efficace. Et on débouche en 1984 sur la mise en place des quotas laitiers qui vont durer jusqu'à 2015. Surtout, ce qui va être le plus évident dans cette évolution de la PAC, c'est la modification, quand vous regardez les couleurs du schéma, la modification, on est parti d'un soutien au prix, d'un soutien au marché, qui petit à petit perd de son importance dans le budget global, alors que les paiements directs aux exploitations augmentent. Dans un premier temps, ces paiements sont liés aux quantités produites, et à partir de 2003, il y a un découplage qui fait qu'ils sont liés désormais à la surface ou au nombre de têtes de bétail. C'est un point qu'on peut garder en mémoire parce qu'on va voir que les évolutions des structures, etc., à l'échelle européenne, c'est un des éléments à avoir présent en tête quand on va parler de l'agriculture de demain. Alors, l'évolution sur les structures, si je prends l'exemple français, c'est la baisse importante du nombre des actifs agricoles, ça tout le monde le sait, et la baisse du nombre d'exploitations et surtout l'agrandissement des exploitations. Là, je suis remontée dans le schéma un petit peu loin, à 1892, mais on voit comment les exploitations de 20 hectares qui restent majoritaires en France à l'heure actuelle ont perdu beaucoup de leur importance en taille, en surface agricole utilisée par ces exploitations au profit des moyennes et des très grandes exploitations qui se développent. Deux chiffres pour mémoire, en 1955 on avait 80% des exploitations qui faisaient moins de 20 hectares et 0,8% pour celles qui faisaient plus de 100 hectares. Et aujourd'hui on est à quelque chose comme un peu plus de 12% des exploitations qui dépassent les 100 hectares mais qui occupent pratiquement la moitié de la surface agricole. L'état des lieux. Un état des lieux européen va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur les enjeux futurs. En 2012, depuis 2012, l'Union européenne est la 3e puissance agricole mondiale, dans sa production globale, etc. Alors vous allez me dire, on ajoute des litres de lait, des quintaux de blé, des lapins, etc. Mais bon, c'est en valeur que c'est calculé. Sur le plan de la structure, ce qui domine dans l'Europe des 28, c'est l'extrême diversité. À l'heure actuelle, moins de 3% des exploitations, les plus grandes, mettent en valeur la moitié de la surface. Et la moitié des exploitations occupent moins de 3% de la surface. Donc on a à la fois, et vous le verrez dans un exemple, dans l'exemple d'un des pays que j'ai choisi, des très petites et des très grandes qui peuvent coexister dans un espace proche. Les évolutions ont été contrastées dans les 20 dernières années, et on ne peut pas parler d'une agriculture européenne, mais des agricultures européennes, parce que les choses sont très variées. Alors je vais revenir sur le cas de la France au jour d'aujourd'hui. C'est le premier producteur agricole de l'Union européenne, avec 18% de la production totale, devant l'Allemagne et l'Italie,
qui sont les 3 grandes puissances agricoles de l'Europe. 26 millions d'hectares, un peu plus de 26,5 millions d'hectares, et une agriculture qui est restée extrêmement diversifiée. Il y a à l'heure actuelle à peu près 472 000 exploitations, mais là-dessus, on considère qu'il n'y en a que 300 000 qui sont professionnelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que restent de toutes petites exploitations qui sont le fait soit de double actifs, soit d'agriculteurs en retraite, mais qui ont gardé une petite activité, etc. Ce qui explique que la surface moyenne en France soit de 50 hectares, alors que finalement on a une relative variété, vous l'avez vu dans le schéma tout à l'heure. Ce sur quoi je voudrais insister sur la situation française aujourd'hui, c'est qu'on peut parler de crise pour 3 raisons. D'abord, la part de l'agriculture dans le PIB ne cesse de décroître. D'autre part, on assiste depuis 2016 à plutôt un tassement, voire une baisse de la production agricole. C'est pas anecdotique, moins 6,5% en 2016, des conditions climatiques particulières, mais globalement, on est plutôt vers une baisse, ce qui fait que la France est passée du rang de premier exportateur agricole européen au 3e rang, aujourd'hui derrière les Pays-Bas et l'Allemagne. Ce qui est préoccupant en France, c'est sans doute un élément que j'ai choisi de placer ici, qui est l'endettement. L'endettement moyen des exploitations, c'est 192 000 €, soit du fait des investissements à rembourser, soit du fait, et ça c'est plus inquiétant, de nécessité de trésorerie liée aux variations des prix. Et on peut considérer que les producteurs aujourd'hui en France souffrent principalement du fait que leurs relations avec les autres acteurs de la filière, c'est-à-dire les transformateurs et la commercialisation, sont déséquilibrées, ce qui a amené le gouvernement à réunir de juillet à décembre 2017 les États généraux de l'alimentation, les EGalim, dont vous avez peut-être entendu parler, dont le but était, atteint, on pourra se poser la question, hein, mais je n'ai pas de réponse là sur le sujet, était de rééquilibrer un peu en permettant aux agriculteurs d'avoir une part plus importante de rémunération. Si on prend l'exemple allemand, 231 000 exploitations, 45,7 hectares de moyenne, c'est-à-dire globalement des exploitations un peu comme en France, en fait une situation diversifiée. On a d'une part, plutôt dans l'ouest de l'Allemagne, des petites exploitations, la majorité ont moins de 20 hectares, donc ça reste de petites exploitations familiales, souvent liées à des activités d'élevage, et à l'inverse, dans l'ancienne RDA, dans l'ancienne Allemagne de l'Est, de très grosses exploitations qui sont héritières des combinats de l'époque communiste, mais pas seulement, de très grosses exploitations qui ont des superficies importantes et qui vont effectivement avoir un poids important, ce qui fait qu'on a quelque chose de relativement déséquilibré de ce point de vue-là. Sur le long terme, on constate que l'Allemagne produit de moins en moins de végétaux, donc elle est obligée d'en importer, notamment pour nourrir les animaux qu'elle produit en majorité, une production animale qui s'est fortement développée, plus 44% entre 1996 et 2016. Des bovins, un certain nombre, etc., mais beaucoup de porcs. Dans des productions qui sont intégrées à l'échelle européenne, puisque les porcs allemands sont souvent pas nés en Allemagne, mais beaucoup au Danemark. Donc on est là dans une répartition du travail, d'une certaine manière, à l'échelle européenne. Ce qu'on peut noter aussi, et vous en avez 2 exemples ici, c'est que les Allemands résistent plutôt mieux que les producteurs français aux aléas de variation des prix, dans la mesure où ils peuvent disposer de contrats énergétiques liés aux énergies renouvelables, soit la méthanisation, vous l'avez, je
j'ai pas le pointeur, mais bon, les espèces de chapeaux chinois là, dans la nature, soit le photovoltaïque. Il y a 4000 exploitations qui pratiquent la méthanisation en Allemagne. En France, on ne dépasse pas la centaine de mémoire. Et une Allemagne qui mise d'abord sur l'exportation de ses produits. Autre pays qui mise sur l'exportation, les deux pays qui ont doublé la France dans ce domaine, qui sont les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, à l'inverse, c'est une toute petite surface, hein, moins de 2 millions d'hectares agricoles. Deuxième exportateur mondial de produits agroalimentaires en valeur, parce qu'en fait ils exportent essentiellement des produits transformés à forte valeur ajoutée. Et les Pays-Bas ont misé sur l'innovation technique, la robotisation, les progrès génétiques. C'est sans doute l'une des agricultures les plus intensives et les plus industrialisées au monde. Les filières d'exportation des Pays-Bas, il y en a une que tout le monde connaît, c'est les tulipes, enfin plus globalement les fleurs, hein. Mais les Pays-Bas développent des exportations en matière de viande, en matière de produits laitiers et en matière de fruits et légumes, et des fruits et légumes produits sous serre. Des exploitants qui s'en sortent plutôt bien parce que contrairement à ce que j'évoquais sur la France, sur le déséquilibre avec les transformateurs et les distributeurs, les agriculteurs hollandais sont des gens qui, par leur coopérative, contrôlent pratiquement les filières. Quelquefois, on situe des coopératives de producteurs qui sont en situation de monopole dans certains domaines. Par contre, le bilan écologique n'est pas terrible. Il y a une très forte pollution de la nappe phréatique au nitrate. C'est pas forcément aussi positif que ça, d'une certaine manière. Alors on va aller voir un pays plus exotique, un des derniers entrés dans l'Union européenne, la Roumanie. Alors la Roumanie, c'est le plus grand écart possible. D'une part, on a une multitude de micro-structures familiales. Ça peut descendre au-dessous de l'hectare, hein, vraiment de toutes petites surfaces, etc., avec des agriculteurs qui sont pour une part importante en autoconsommation, c'est-à-dire qui engagent peu le marché. Ça a par contre un inconvénient sur la qualité des sols. On estime que l'ensemble des sols agricoles de Roumanie a perdu à peu près la moitié de sa couche d'humus en 30 ans. Parce qu'en fait, ce sont tellement petites exploitations qu'elles n'arrivent pas à acheter des intrants, etc. Alors c'est très négatif de ce point de vue-là, côté humus. Ça a permis, par contre, le développement d'une agriculture biologique, parce que comme ils n'utilisaient rien, les sols étaient propres. Agriculture biologique qui est développée par quelques petites exploitations, mais qui va surtout être développée par de grandes exploitations. Et à l'opposé, 0,4% du nombre des exploitations exploitent la moitié du territoire roumain. Alors, quelques exemples hein, par rapport à ça. Il y a une entreprise à capitaux roumains et néerlandais qui atteint 57 000 hectares. Pour l'instant, c'est la plus grande. Enfin, il y en a peut-être une plus grande maintenant, mais je n'ai pas trouvé plus grand. Les capitaux peuvent être très exotiques. L'exploitation JA est à capitaux libanais et elle exploite 35 000 hectares. Les capitaux ne sont pas forcément étrangers. Ça peut être des capitaux roumains. Ce qu'on constate quand on a des investisseurs étrangers, c'est qu'on a deux types d'investisseurs. On a des investisseurs européens qui sont eux-mêmes agriculteurs et qui ont décidé d'aller s'installer. C'est le cas d'Armand Charmeton, qu'on aperçoit. Il gère seulement 16 000 hectares, parce qu'en France, il n'arrivait pas à atteindre le millier d'hectares exploitables, donc là-bas, il y a de la place. Et il produit, alors je ne sais pas si son blé là est un blé bleu, mais un blé biologique, je vais y arriver, mais
les produits biologiques qui se développent en Roumanie et qui sont à 80% exportés vers l'Union européenne, bien sûr, mais aussi les États-Unis et le Japon, sont de manière très importante des céréales. Avec des très gros équipements, hein. Vous avez un exemple là en image. Je parlais des gros investisseurs roumains, qui est là une société qui n'a pas du tout une origine agricole, mais une origine de capitaux roumains complètement extérieurs, etc., qui s'appelle Interagra, 55 000 hectares. Alors je me suis amusée à additionner les deux grandes, là, 57 et 55 000 hectares, ben, c'est plus que toutes les vignes du département de l'Hérault, parce que, pour mémoire, il y a 80 000 hectares de vignes dans l'Hérault. Donc ça nous donne une idée, à deux exploitations, ils couvrent largement plus. Hein, donc c'est une des réalités de l'Europe. Alors dans mon tour d'horizon des pays, on va finir en Espagne, du côté du sud. Alors l'Espagne, c'est le deuxième pays européen par sa surface agricole, derrière la France, à 23 millions d'hectares, qui produit essentiellement deux choses, des légumes et des fruits, mais ça, tout le monde le sait, il suffit de regarder l'autoroute qui passe devant chez vous pour le constater. Premier exportateur mondial d'orange, hein, l'Espagne. Et puis aussi des porcs, c'est le deuxième cheptel porcin d'Europe, derrière l'Allemagne, que j'évoquais tout à l'heure. La moyenne de surface d'exploitation n'est pas très grande, hein, c'est 25 hectares. Une très forte dépendance aux conditions climatiques, ce qui amène, et vous le voyez sur la carte avec les flèches bleues, l'idée d'aller chercher de l'eau dans les zones de la Meseta, par exemple, ou des Pyrénées, pour le ramener vers la côte méditerranéenne sur des cultures diverses et variées. Et puis les deux autres caractéristiques de l'agriculture espagnole, ce sont les serres, les mers de plastique qui couvrent d'une certaine manière une partie de l'Andalousie. Il y a à l'heure actuelle 70 000 hectares de serres en Espagne. C'est le dernier chiffre que j'ai trouvé avec la mention en progression rapide. Donc aujourd'hui, on est au-dessus. C'est le tiers de toutes les serres de l'Europe, de l'ensemble de l'Europe. Et plus de la moitié dans la seule Andalousie orientale. Donc on a là quelque chose d'une très grande concentration qui fait appel à une manœuvre étrangère de manière importante et qui n'est pas non plus particulièrement propre en termes de pollution liée au plastique, liée aux intrants divers et variés. Et puis l'autre caractéristique, c'est que l'Espagne est le champion européen des OGM, puisque 30% des maïs plantés en Espagne sont des maïs OGM. Bon, c'est là, je vais pouvoir ralentir. Alors, on a vu différents pays, je pensais que ça pouvait être intéressant de regarder un produit. Alors, un produit dont on entend régulièrement parler dans la presse, parce qu'on nous parle des crises du lait, parce que les agriculteurs bretons vont déverser leur trop-plein laitier devant les préfectures, etc. Alors, que sur la réforme de la PAC, c'est aussi quelque chose qui a été extrêmement important avec les quotas laitiers, pour limiter les excédents, puis après la suppression des quotas laitiers pour permettre des exportations, etc. En fait, c'est un secteur qui est quasiment toujours en crise, avec des prix qui fluctuent beaucoup, etc. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les conséquences sur les différents pays producteurs sont extrêmement différentes. Si on regarde du côté de l'Irlande, là, du côté des vaches dans le pré là-haut, les Irlandais ont misé sur un élevage autonome sur le plan herbager, c'est-à-dire que les vaches mangent de l'herbe et puis que, en gros, les agriculteurs n'achètent pas d'aliments du bétail. Ce qui fait de l'Irlande aujourd'hui un des plus gros exportateurs de lait, essentiellement vers son voisin britannique, mais quand même, avec une situation qui, en misant sur cette agriculture autonome et économe, qui est à peu près aux antipodes du modèle breton. Pour mémoire, le modèle breton, les vaches bretonnes, pour certaines, elles n'ont jamais vu un pré, et même quand elles ont vu un pré, elles mangent essentiellement de l'ensilage de maïs et des tourteaux de soja brésiliens ou argentins. Donc, des coûts d'aliments du bétail extrêmement importants. Autre situation, les montagnes françaises. Alors, il se trouve
On vous l'a dit tout à l'heure, je viens de Chambéry, d'une région de montagne française. Les régions de montagne françaises sont peu touchées par les crises du lait. Alors c'est vrai, elles ont un avantage, elles disposent de terrains abondants sur lesquels on ne fait rien, qui sont les alpages, donc ça c'est un point intéressant. Par contre, elles ont misé très tôt sur les productions de qualité avec des fromages AOP, et elles ont misé très tôt aussi historiquement sur le contrôle de la filière avec ce qu'on appelle les fruitières, c'est-à-dire que ce sont les agriculteurs qui gèrent la transformation et au moins la première étape de commercialisation, ce qui leur permet d'être dans une situation très avantageuse. Alors j'ai pris un exemple qui est peut-être le plus caractéristique et le plus favorable, mais quand même, l'exemple du Beaufortin. C'est une petite région là, savoyarde, qui produit un fromage que vous connaissez sans doute, qui est le Beaufort, qui est un peu cher au kilo, c'est vrai, qui a un produit de qualité, 184 agriculteurs, plus 50 salariés pour la transformation et la commercialisation. À l'heure actuelle, près de 14 millions de litres de lait transformés chaque année. La coopérative s'est restructurée, elle existait, la fruitière existait depuis longtemps, etc., mais elle s'est restructurée de manière importante à partir de 1957, donc vous voyez que ça fait un moment déjà, et à l'époque c'était pour éviter l'exode rural. Ils ont plutôt bien réussi. Et aujourd'hui, le prix du lait que touche un des 184 ou les 184 agriculteurs de Beaufort, c'est 340 € les 1000 litres. Pour mémoire, en France, le prix moyen payé à l'agriculteur aujourd'hui, c'est 360 €. Le prix moyen européen, c'est 361. On est dans la moyenne européenne. Et les agriculteurs français, les producteurs français considèrent que le coût de production des 1000 litres de lait, c'est 450 €. Donc on a là effectivement des régions qui ont su finalement tirer leur épingle du jeu. Le modèle n'est pas réplicable partout, mais il y a des différences. Et puis les autres grands gagnants de la production laitière, ce sont les très grosses entreprises de l'Est de l'Allemagne et des anciens pays, enfin les pays d'Europe centrale, dans lesquels on a ce qu'on appelle des fermes-usines, des usines à lait d'une certaine manière, des superficies assez importantes, pas très très importantes néanmoins, parce que les bêtes mangent beaucoup d'aliments qui sont importés dans l'exploitation, aussi bien les céréales que les tourteaux de protéagineux, mais qui vont avoir 3 000 à 4 000 vaches. Donc vous voyez, même le projet français de la ferme des 1000 vaches dans l'Aisne, là, ils étaient petits, d'une certaine manière. Qui mise sur des investissements extrêmement importants. Je n'ai pas trouvé combien ça coûtait, ces magnifiques tourniquets là, pour traire 25 ou 50 vaches à la fois, mais ça doit être assez considérable, qui utilisent aussi une main-d'œuvre à faible coût et qui s'en sortent plutôt bien avec un actionnariat extérieur. Alors en termes de taille, là il y a un exemple, les Espagnols, il y a une coopérative qui envisage les 20 000 vaches sur 3 000 hectares. Je ne sais pas où en est le projet. Et puis en Chine, comme ça, petit clin d'œil, en Chine, il y a un projet d'une ferme de 100 000 vaches. Alors, si on veut conclure sur la situation de l'agriculture européenne là, au début de 2019, on a une production agricole, vous avez les chiffres là-haut, à peu près un peu moins de 11 millions d'exploitations sur en gros 175 000 hectares. Une grande puissance agricole à n'en pas douter, qui produit première production des céréales, ensuite beaucoup de production animale, les bovins c'est plutôt la France, les porcins on a vu l'Allemagne et l'Espagne. Les ovins, pour l'instant, il y en a 1 sur 4 qui est britannique. Alors, l'année prochaine, je ne sais pas. Ce qui est peut-être le plus marquant, c'est qu'en fait, les réformes successives font apparaître que l'agriculture européenne est très dépendante des aides européennes.
de la PAC. La PAC, elle arrive à échéance en 2020, donc il va falloir en renégocier une. À l'heure actuelle, là, elle s'élève à un peu plus de 360 milliards d'euros. C'est 40% du budget de l'Union européenne. Ça paraît beaucoup. Mais si on compare au PIB de l'Europe, c'est 0,5% du PIB européen. Donc si l'Europe est effectivement devenue une grosse puissance exportatrice de produits agricoles, je vais ajouter un élément, je vais sortir un peu, j'ai évoqué la Chine déjà, puis on aura l'occasion d'évoquer d'autres pays tout à l'heure, je vais sortir un petit peu, si l'Europe est devenue cette puissance agricole, c'est aussi parce qu'elle a pu profiter de marchés à l'exportation où les subventions européennes permettaient de proposer des céréales, du lait, des légumes, des morceaux de poulet à des prix très bas, aux dépens des producteurs locaux, notamment en Afrique et au Proche et au Moyen-Orient. Alors si c'est une thématique qui vous intéresse, je ne la développe pas là, mais on pourra en reparler dans les questions. On va essayer de garder quelques questions. Les défis pour demain. J'ai essayé d'organiser ça en 3 morceaux. Les défis, ce à quoi on va être confronté, les pistes, parce que les défis, ça fait un peu peur, mais il y a quand même des pistes de solutions. Et puis je terminerai sur les choix, parce qu'en fait, il va falloir qu'on choisisse. Alors les défis, il y a d'abord le défi climatique. Alors, je crois que vous avez eu une conférence là, sur le défi climatique. Je ne vais pas insister sur l'aspect climatique des choses, mais sur les conséquences en matière agricole. Il semble qu'à l'heure actuelle, on ait une plus grande variabilité climatique avec des sécheresses, avec au contraire des périodes de pluie trop abondantes et sur des périodes trop courtes, etc. Et que du coup, il y a des secteurs qui sont plus ou moins impactés. Quand on est sur des productions végétales, annuelles, il y a un impact momentané, mais les évolutions face au changement devraient être relativement simples parce qu'on peut changer ce qu'on sème et ce qu'on va récolter, etc. En système d'élevage, un système herbagé, il y a vraisemblablement à se reposer des questions. On l'a vu cet été avec la sécheresse où pas mal d'agriculteurs ont été amenés à donner le fourrage d'hiver dès cet été. Donc il va falloir organiser des choses en matière de stock fourrager. Et puis il y a les cultures pérennes, les arbres fruitiers et la vigne. Et là, vous savez aussi bien que moi qu'on ne change pas ni les variétés d'arbres, ni les cépages de vigne tous les matins, ni tous les ans. Et que, effectivement, là, on est sur des productions qui vont sans doute être plus sensibles au dérèglement climatique. Deuxième élément, ce que j'ai appelé l'urgence environnementale. Alors, dans l'urgence environnementale, vous avez d'une part les questions de biodiversité. On en entend parler régulièrement dans la presse, la disparition des espèces et notamment des pollinisateurs. Alors, bien sûr, les abeilles, mais pas seulement. Et les Allemands viennent de sortir une étude qui concerne leurs zones protégées, c'est-à-dire pas les zones de grande culture, pas les zones d'élevage, plutôt les parcs naturels, etc. Et ils ont constaté qu'en moins de 30 ans, 75% de la population d'insectes volants avait disparu. Les abeilles sont des pollinisateurs importants de l'agriculture, mais il y a d'autres pollinisateurs aussi importants. Autre élément, la disparition des espèces cultivées. À l'heure actuelle, il y a une énorme concentration des variétés qui sont utilisées aussi bien en culture végétale que des races en matière d'élevage, même s'il y a de ci, de là des gens qui ont des conservatoires de telle race bovine, telle race de poule, etc. À l'échelle de la production européenne et même de la production mondiale, on est dans une situation de raréfaction. La FAO a évalué à 75% la baisse de diversité génétique des plantes cultivées depuis le début du XXe siècle. Alors, pourquoi
Pourquoi? Parce que on plante de plus en plus, enfin les agriculteurs ont abandonné les variétés locales au profit de variétés à plus fort rendement, variétés hybrides, etc. Et puis vous avez sur le marché, en ce début 2019, 3 mastodontes des semences, qui sont aussi des mastodontes des produits phytosanitaires. Alors, vous connaissez bien leur nom, hein, Monsanto Bayer, ils viennent de se réunir. Dupont de Nemours, Dow Chemical, qui est quelque chose d'énorme qu'on connaît moins souvent dans le grand public en Europe, mais il y a des graines qui viennent de chez eux aussi, qui est américain. Et puis un mix germano-suisse-chinois, Syngenta et Chemchina, qui viennent aussi de fusionner à peu près à la même époque que Monsanto Bayer. Alors sur la petite carte, là, il y a Limagrin, j'en ai pas parlé. Alors Limagrin, il faut savoir qu'à l'origine, c'est une coopérative française qui avait l'ambition de racheter le secteur semences de Bayer. On est dans une quasi-situation de monopole aujourd'hui, et c'est vraisemblablement un enjeu environnemental important. Les pollutions. Première pollution, au niveau des sols, on constate aujourd'hui une baisse de fertilité générale des sols, avec une stagnation de rendement depuis 20 ans. On récolte à peu près 70 quintaux hectares. Ça ne bouge pas. Et une enquête récente de l'Europe montre que 83% des sols agricoles contiennent des résidus de pesticides. Il y a une concentration de produits chimiques. Il y a une baisse aussi de la teneur en matière organique. Je l'ai évoqué de manière importante pour la Roumanie. Mais c'est vrai aussi pour la France, et notamment dans le bassin parisien. C'est lié au labour avec d'énormes charrues à 6 socs, etc., qui entraînent une érosion des sols, une baisse de fertilité, puisqu'on remonte des couches profondes et dans lesquelles il n'y a pas d'humus, une baisse de teneur en matière organique, et puis des régions où on a une érosion soit éolienne, soit liée aux eaux, à la pluviométrie, etc. La concentration des produits dans le sol dérive petit à petit vers l'eau. Alors je ne vais pas insister, hein, je rappelle simplement les pollutions liées aux engrais, aux pesticides, les algues vertes en Bretagne par exemple. Hein. Donc ça c'est une dimension. Une auquel on ne pense souvent pas, qui est la pollution de l'air. L'utilisation d'un certain nombre d'engrais azotés, notamment l'ammoniac, génère des émissions polluantes pour l'air, et certaines pratiques agricoles, notamment au niveau des labours, envoient dans l'air aussi des microparticules, comme le diesel, donc en fait. Des pollutions. Une artificialisation des sols, c'est le petit schéma rouge là sur l'évolution des terres arables. Artificialisation des sols, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui que par exemple en France, on perd 60 000 hectares de terres agricoles par an, ce qui fait à peu près la surface d'un département tous les 7 ans, pour avoir un ordre de grandeur. Alors comment on les perd? Parce qu'on construit des autoroutes, des parkings, des grandes surfaces, des logements, il faut loger les gens, c'est une évidence. Et puis, m'est venu à l'esprit dans le train, là, avant qu'il fasse nuit, j'ai vu un immense champ de capteurs photovoltaïques là, au nord de Nîmes. C'est aussi une artificialisation des sols, puisqu'en fait, là, on n'a plus d'activité agricole pratiquement dessous. Il paraît qu'ils élèvent quelques moutons, mais enfin, on ne va pas aller chercher bien. La contribution de l'agriculture à l'effet de serre. On a parlé des conséquences du changement climatique, on va venir aux causes. L'agriculture, c'est 20, suivant les sources, 20-21% des gaz à effet de serre. De provenance agricole, alors avec 3 provenances, le protoxyde d'azote, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, qui vient essentiellement des engrais azotés et des déjections animales, le méthane qui vient des fermentations entériques des animaux et des déjections animales,
le dioxyde de carbone qui vient de la consommation énergétique, l'essence des tracteurs, etc., mais aussi de la gestion des sols, puisque des sols qui ne sont pas couverts relardent dans l'atmosphère du CO2. Et puis, alors la carte de l'Allemagne, elle est un peu ancienne, c'est une étudiante allemande qui avait fait en 1993, c'est ancien, mais je pense qu'on aurait aujourd'hui des chiffres à peu près équivalents. Elle s'était amusée à chercher combien de kilomètres avait fait son yaourt aux fraises. Alors elle part de l'étable et puis elle cherche, bon, alors d'où viennent les ferments lactiques qui vont transformer le lait en yaourt, d'où viennent les fraises, alors, en l'occurrence elle venait de Pologne, d'où vient le verre, d'où vient l'étiquette, etc. Et elle arrive au chiffre sympathique de plus de 9000 km. Moi je serais tentée de dire qu'il faut rajouter, elle comptait pas, et c'est dommage dans son étude, elle n'avait pas pensé à compter le nombre de kilomètres qu'avait fait son yaourt aux fraises entre le commerçant à qui elle l'a acheté et son assiette, le lieu de consommation. Enfin, il faudrait le rajouter parce qu'il y a certains produits qui font quand même pas mal de kilomètres. Et puis il faut aussi rajouter, c'est ce qu'on appelle les kilomètres alimentaires, son étude. Et il faudrait rajouter aussi tous les kilomètres avant la production, parce que pour produire le lait qui va servir à son yaourt, il y a des céréales qui venaient, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une baisse de la production de céréales en Allemagne, il y a des chances pour qu'une partie des céréales soit venue d'un autre pays européen, voire des États-Unis, et que les tourteaux de soja, eux, ils soient venus du Brésil. Donc ça rallonge assez nettement les 9000 km. Et ça aussi, ça contribue à l'effet de serre. Autre défi, la concurrence mondiale. Alors, dans la concurrence mondiale, qu'est-ce qu'on peut... Dans la concurrence mondiale, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que globalement, l'Europe se maintient dans les exportations, etc. Mais on voit apparaître de nouveaux pays qui rentrent dans la balance. Jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on avait essentiellement un duel États-Unis-Europe pour exporter les produits agricoles. On a vu apparaître le Brésil. Alors, le soja, je vous en ai déjà un peu parlé. Il faut savoir que c'est aussi un gros exportateur de volailles, notamment sur les marchés égyptiens, par exemple, qui étaient autrefois des marchés français. Vous avez peut-être entendu parler des difficultés du volailler doux. C'est directement lié à ça. D'autre part, la Chine, qui est à la fois un gros importateur et un gros exportateur. La Russie, qui devient un très gros exportateur de céréales sur les 3 dernières années. Ce qu'on constate, c'est que les marchés sur lesquels était implantée durablement l'Europe ont tendance à s'effriter et qu'on a une concurrence. Et puis on en a une autre, alors qui pour l'instant peut paraître un peu anecdotique, mais quand même, le réchauffement climatique pourrait amener à une remontée des surfaces sur lesquelles on pourrait produire un certain nombre de denrées agricoles et notamment des céréales. Alors c'est vrai pour la Sibérie, c'est vrai pour le Canada, c'est vrai aussi pour la Finlande, là, avec ce titre, la Finlande, futur géant céréalier. Et puis pour la vigne, ça reste pour l'instant très limité, mais c'est aussi à échéance de 20 ans peut-être une menace. Le fait qu'on a aujourd'hui des vignobles installés dans le sud de l'Angleterre et pour celui que vous avez en photo ici, en Suède. Alors c'est aussi l'extrême sud de la Suède. Autre enjeu cette fois-ci mondial, nourrir 10 milliards ou un peu moins de 10 milliards d'hommes à l'horizon 2050. Il va falloir trouver comment les nourrir ces braves gens. Alors l'ONU a remplacé les objectifs du millénaire, les objectifs de développement du millénaire par ce qu'on appelle aujourd'hui les ODD, les objectifs du développement durable, qui concernent tout le monde. Il y en a 2 qui concernent l'agriculture, le numéro 2 qui est réduire la faim, et qui est présenté de la manière suivante: d'ici 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d'accroître la productivité et la production,
tout en préservant les écosystèmes, en s'adaptant au changement climatique, aux phénomènes météorologiques extrêmes, et améliore progressivement la qualité des terres et des sols. Belle ambition. Et puis, l'objectif numéro 12 qui concerne la consommation et la production responsable, lutter contre la dégradation des sols, on y revient, l'utilisation excessive de l'eau, la détérioration des fonds marins, ça c'est plutôt pour les poissons. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce qu'ont avancé certains semenciers en nous disant que les OGM allaient régler la faim dans le monde est sans doute une illusion, voire une tromperie manifeste, puisque encore aujourd'hui, 80% de la nourriture mondiale est produite par des exploitations familiales. Et que la question de la faim, c'est plus une répartition qu'un manque de production à l'échelle mondiale. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais des sottises. Oui, il ne veut plus avancer. Je vais l'enlever. Voilà. Non, il ne veut pas plus avancer. Merci. On peut dire globalement que le modèle productiviste est en question. Un modèle productiviste, c'est celui qui a permis à l'Europe de voir son agriculture progresser de manière importante. Elle a effectivement rempli les objectifs qu'on lui avait fixés, mais aujourd'hui, elle est menacée de différentes façons. D'abord, il y a un impasse à la fois technique et économique. Alors, je ne suis pas agronome, mais il se trouve que j'en ai un chez moi, donc je vais vous donner quelques éléments de l'impasse technique. On est aujourd'hui devant une difficulté liée au déclin des ressources mondiales en phosphate. Alors, le phosphore, ça fait partie des engrais absolument indispensables pour une bonne production. Il y a 3 pays, en gros, qui sont producteurs de phosphate à l'heure actuelle. Le Maroc, la Chine, les États-Unis et un petit peu l'Afrique du Sud, mais les experts considèrent qu'à l'horizon 2040, on arrivera à un pic de production et que donc à partir de là, on aura un déclin de la production et c'est une ressource non renouvelable. Les phosphates contenus dans le sol, c'est non renouvelable de ce point de vue-là et la demande risque de croître. Donc là, on est devant une impasse qu'il va falloir essayer de contourner. Autre élément, le prix croissant de tout ce qui est engrais, produits divers et variés. Alors pourquoi les prix augmentent? Si je prends le cas de l'azote, qui est l'autre grand, les engrais azotés de synthèse, qui est l'autre grand engrais qui est très utilisé, ils sont fabriqués à partir de produits pétroliers. Donc le prix du pétrole fluctue, le prix des engrais azotés suit, comme le prix de l'essence à la pompe, pareil. Et puis ça induit aussi d'ailleurs à l'échelle européenne une question géopolitique, puisqu'à l'heure actuelle on fabrique en Europe des engrais azotés avec du gaz russe. Voilà. Le prix du carburant, on l'a vu avec le pétrole. Et on a un endettement croissant et des équipements dont le prix augmente de manière importante. Alors j'ai parlé de l'endettement des Français, mais on aurait les mêmes chiffres à l'échelle européenne, des choses importantes. Je me suis posé la question, combien ça coûte un gros tracteur? Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver, parce que finalement sur Internet on ne trouve pas tout. Il faudrait laisser ses coordonnées, enfin plein de choses. Hein. J'ai quand même trouvé un modèle, 570 chevaux, alors c'est un gros, mais quand même, pour la grande culture, un tracteur John Deere de 9570 R, pour être précis, plus de 440 000 €. Sachant qu'il faut rajouter plein de choses derrière, un petit peu de vent, etc. Vous voyez la hauteur des investissements et qui entraîne des endettements importants. Et puis, autre élément de la remise en cause de ce modèle, c'est le marché du foncier.
On a parlé déjà un peu de concentration des terres avec le modèle roumain par exemple, ou avec le modèle de l'Allemagne de l'Est. On a à l'échelle européenne une très inégale répartition des structures. Il faut que je me dépêche, sinon vous n'aurez pas de questions. Si jamais il y a des questions, je pourrais vous expliquer les mécanismes qu'utilisent les Chinois par exemple pour se constituer des domaines assez conséquents dans le Berry par exemple. Et puis la dernière remise en cause du modèle productiviste, c'est la remise en cause par les consommateurs qui demandent des produits de qualité, sans pesticides, etc. Ça paraît bien négatif tout ça. Alors il y a des pistes. Il y a des pistes agronomiques. Les pistes agronomiques, je vais aller un petit peu vite pour qu'on ait le temps d'avoir des questions. Piste agronomique, il y a tout ce qui est là sur la partie gauche de l'image, ce sont les légumineuses. Alors les légumineuses, c'est quoi globalement? C'est le trèfle, la luzerne, les pois chiches, les lentilles, les haricots et des tas d'autres choses du même genre, etc. Alors en 2016, il y a eu une année internationale des légumineuses. L'ONU a des années internationales exotiques, si j'ose dire, etc. Alors pourquoi c'est intéressant les légumineuses? Parce que c'est la seule catégorie de plantes qui est capable de prendre l'azote de l'air, et de l'azote dans l'air, il y en a des quantités phénoménales, de l'utiliser pour sa propre croissance, donc c'est pas la peine de lui mettre des engrais, mais en plus elles sont sympas les légumineuses, elles en fixent dans les petites nodules, là, les petites boules rouges du schéma, et cet azote qu'elles ont fixé dans le sol va être utilisable soit par la culture qui est associée à elle, soit par la culture qui a besoin d'azote et qui va être faite l'année suivante sur le champ. Donc elles ont un double avantage, elles limitent la contribution en limitant les effets de serre puisqu'elles n'utilisent pas d'engrais azotés et toutes les choses négatives qu'on avait vues tout à l'heure, qu'elles enrichissent le sol, elles contribuent à sa fertilité, donc elles répondent à un certain élément, et en plus elles sont intéressantes pour la santé quand les hommes en mangent. Autre élément, le couvert végétal, il y a aujourd'hui de plus en plus, même si on en parle peu dans la presse en général, il y a des tas de techniques agricoles qui se développent autour du couvert permanent pour éviter l'érosion des sols, de la technique du sans-labour, des associations culturelles, colza légumineuse. Je mets les deux ensemble, ça évite de mettre des engrais. Il y a un exemple en Autriche où se développe une association intéressante, l'orge pour la bière, la lentille pour la soupe, dans le même champ. On plante les deux en même temps, elles ont à peu près la même durée pour pousser, pour être récoltées. On ramasse tout à la moissonneuse batteuse et on trie les graines à la densité à la sortie. Et tout le monde est content. Il y a vraisemblablement à revenir sur la maîtrise des semences, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai parlé des gens tout à l'heure, à l'heure actuelle, on a des semences qui ont la particularité d'être la même partout. Partout à l'intérieur de l'Europe, voire même États-Unis, Chine, etc. Partout à l'intérieur des territoires. Or, les conditions pédoclimatiques, ce n'est pas les mêmes sols, ce n'est pas les mêmes conditions climatiques. Elles ne sont pas forcément très adaptées. Revenir à des semences plus locales, plus adaptées aux conditions locales, c'est sans doute une solution. Alors, il y a un certain nombre d'agriculteurs en Europe qui développent ce qu'on appelle des semences paysannes. Il faut savoir que ça se développe aussi en Inde et en Afrique. Et puis, ce que vous aviez par là, qui est la protection intégrée des cultures, on utilise maintenant un mot savant, ça s'appelle biocontrôle. C'est le dernier truc qu'ils ont trouvé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tout le monde connaît, vous avez des petites coccinelles qui viennent boulotter les pucerons de vos rosiers. Ça c'est du biocontrôle, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce que la nature propose pour lutter contre des choses embêtantes. Alors la confusion sexuelle, c'est-à-dire qu'on électrise les mâles qui ne vont pas pouvoir pondre, c'est par exemple pour le Carpocaps, qui est un insecte qui attaque les pommes. C'est une petite guêpe, celle qui est là, le trichogramme, toute petite guêpe, qui s'appelle un trichogramme, qui va pondre dans la larve de la pyrale du maïs
et donc qui élimine cet ennemi du maïs qui fait effectivement de gros dégâts, etc. Il y a même des pulvérisations d'argile sur les arbres fruitiers au printemps pour éviter que des insectes aillent pondre, ou plus exactement, ils vont bien aller pondre sur l'arbre, mais l'argile va éviter que la ponte se fixe sur l'écorce, et puis les pontes vont être lessivées par les pluies, c'est le cas du psylle du poirier par exemple. Et à l'heure actuelle, l'INRA travaille sur la conception de systèmes agroécologiques. Donc il y a des solutions agroécologiques. Il y a des innovations qui rappellent le portable que vous utilisez. Alors l'Internet dans le monde paysan, la donnée numérique devient un intrant agricole. Alors il y a des tas de choses. Là je vous ai trouvé une irrigation photovoltaïque, c'est dans l'Hérault, qui permet d'éviter, enfin qui permet de mieux contrôler les arrosages, mais vous avez l'utilisation du guidage des machines par GPS pour faire par exemple du désherbage mécanique de précision au centimètre près. Il y a un petit balai qui enlève toutes les mauvaises herbes au ras des plants qu'on veut garder. C'est le GPS qui conduit le tracteur. On parle même de tracteur autonome. Là vous avez une image en bas d'un Hollandais là, qui est en train de piloter son tracteur avec sa tablette. Il ne va pas monter dessus, il va le laisser aller tout seul au champ. Les robots de traite qu'on a vus tout à l'heure, qui, quand la vache rentre dans la logette, analyse la puce qui est dans son oreille, et le robot sait exactement ce qu'il faut lui mettre dans son assiette, enfin dans sa crèche, pour lui donner à manger en fonction de son poids, du lait qu'elle produit, etc. etc. Bon. Donc des choses très précises. Et puis le drone, là, les drones, ils sont éventuellement utilisés pour distribuer les petites guêpes dont je parlais tout à l'heure, des trichodromes qu'on peut semer sur le champ avec... je suis désolée, une solution, je vous invite à aller voir sur n'importe quel site internet, vous tapez 4 pour 1000. C'est quelque chose, c'est une initiative qui a été élaborée pour la COP21, qui a comme principe que si on capte du CO2 par les plantes, la photosynthèse, la plante dans la photosynthèse elle récupère du CO2, elle le transforme en carbone dans, alors plus ou moins, si c'est un arbre c'est plus, si c'est une herbe c'est un peu moins, etc. Et si j'enfouis cette matière organique dans le sol, je restitue du carbone au sol. Donc ils ont compté que si on augmentait de 4 grammes pour 1000 grammes la quantité de carbone contenue dans les sols, on arrêterait l'augmentation d'effet de serre à l'heure actuelle, à condition que tout le monde s'y mette dans le monde entier. Oh pardon, je suis pas allée du bon côté. Alors il y a des solutions économiques, j'ai parlé des risques économiques, il y a des solutions économiques. L'Europe cherche à limiter ses importations de soja. Il faut planter de la févrole, du pois fourragé, des légumineuses en France, ou du soja, ça se fait. Les circuits courts, alors vous êtes peut-être client de circuits courts. Globalement, à l'heure actuelle, pour la France, c'est 6 à 7% des achats alimentaires qui se font en circuit court, marché de producteurs, petits magasins de producteurs, AMAP, etc. Et puis, c'est ce qui est symbolisé là, en bas à gauche, le fait que les produits agricoles peuvent être valorisés soit par la biomasse, et je vous ai donné l'exemple de l'Allemagne et de la méthanisation, soit comme producteurs de molécules pour l'industrie. Alors c'est pas nouveau, la pomme de terre, ça fait des décennies qu'avec on fait de l'amidon, qui rentre dans l'industrie, il y a des difficultés, il y a des choix, et il y a des pistes, et il va falloir faire des choix. Et ces choix, il va falloir les faire pour la PAC de 2020. On sait que c'est dans un contexte tendu que les négociations vont s'ouvrir, puisque sur le plan budgétaire, il faut s'attendre à une diminution du budget. Alors, il y avait déjà l'idée d'une diminution du budget, puis on perd l'Angleterre, enfin peut-être, je ne sais plus, puis hier. Si on perd l'Angleterre, on perd 7 milliards d'euros du budget européen. Donc,
ça va être une diminution de la PAC. En même temps, l'Europe doit répondre à une équation un peu complexe. Il faut permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu décent et de financer leurs investissements. Pour la société, avoir une démarche sociale et environnementale, donc des produits alimentaires pas trop chers et la protection de l'environnement. Et en même temps, une agriculture compétitive pour exporter. Compétitivité, préservation de l'environnement, soutien des revenus. Il va falloir que ce soient trois objectifs qui ne soient plus contradictoires. Alors, comment on peut faire? Il va falloir choisir vraisemblablement entre soutenir une agriculture industrielle exportatrice ou viser une relocalisation de l'alimentation. Si on veut viser une relocalisation, ça passe par un certain nombre de choses. Défendre l'accès à tous à une nourriture saine et de qualité, assurer des revenus décents aux agriculteurs et renforcer la gestion des risques, en même temps adapter au changement climatique et préserver la biodiversité, continuer à développer le rural parce qu'en fait il va falloir renouveler les actifs agricoles présents à l'heure actuelle en activité qui vieillissent et vraisemblablement plafonner les aides aux surfaces, se sentir un petit peu solidaire des pays du Sud, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, il va falloir faire des choix. Et puis, et je termine, comme ça il nous reste un petit quart d'heure pour les questions. Il y a un certain nombre de villes qui réfléchissent à une autonomie alimentaire. Pour l'instant, et pour avoir regardé, je pense que c'est peut-être légèrement fumeux cette affaire. Même la ville de Grenoble, c'est nos voisins. Parce que pour ce qui est de Grenoble, même si on prend toute la zone agricole, il n'y a pas suffisamment de terres agricoles pour nourrir tous les Grenoblois. C'est mathématique. Donc, il y a des idées, notamment autour d'une relocalisation, mais sans doute pas suffisant. Au niveau de l'exploitant agricole, il a des choix à faire. Il a des choix à faire en termes de qu'est-ce qu'il produit, pour qui il le produit, comment il reprend un peu de maîtrise sur la filière. On a vu que quand il y avait, je vous ai donné l'exemple de la COP de Beaufort, quand il y a maîtrise de la filière, ils s'en sortent et ils s'en sortent bien. Vraisemblablement relancer la coopération, y compris les CUMA qui sont chancelantes et qui pourraient permettre de rentabiliser les investissements dont on a vu qu'ils étaient quand même de plus en plus élevés, et puis les circuits courts. Puis au niveau du consommateur, consommer local, il paraît qu'il faut utiliser le terme de locavore maintenant, c'est à la mode. Bon, consommer local, c'est peut-être une piste, manger plus de légumineuses et moins de viande. Je ne suis pas végane, je vous rassure. Mais vraisemblablement, et les nutritionnistes le disent, on mange trop de viande, donc on pourrait rééquilibrer un peu moins de viande, un peu plus de légumineuses. On s'en porterait sans doute mieux pour notre santé. Ça permettrait aussi d'avoir moins de terres qui sont consacrées à l'alimentation animale. Il faut savoir qu'en France, par exemple, 80% de la production de céréales n'est pas destinée aux humains, mais est destinée aux animaux. Et que ça aurait, au moins à l'échelle cette fois-ci planétaire, la possibilité de rendre un certain nombre de denrées. Le Brésil étant un cas paradoxe, puisque à la fois il est un très gros exportateur de produits agricoles, et notamment de soja, et de poulet, et c'est aussi un pays où, je n'ai pas les chiffres, je suis désolée, mais où il y a quand même beaucoup de gens qui sont à la limite de la survie alimentaire. Bon, c'est aussi une question de choix. Je ne suis pas sûre qu'ils soient bien partis côté choix, là, mais bon, on ne va pas voter pour eux. Mais c'est vraisemblablement ça. Et un clin d'œil pour finir. L'année dernière, les étudiants et les élèves des établissements agricoles, alors ça va des futurs ingénieurs agricoles aux élèves de CFPPA, on leur a proposé de faire des petites BD sur comment ils imaginent l'agriculture demain, avec un clin d'œil, si vous regardez le titre, demain l'agriculture avec le arrobase à la place du A, etc. Et où on a là à la fois des gens qui imaginent des choses complètement contrôlées, avec une petite voix qui le matin leur dit attention, il y a un problème d'arrosage à tel endroit, etc. Voilà la météo, t'as bien vendu ou t'as pas bien vendu ta production. Et puis aussi des gens qui se posent des questions, quid des emplois agricoles, est-ce qu'il ne va pas y avoir une uniformisation de la production, que vont dire les consommateurs et comment je rentabilise tout ça.
Voilà. Ça doit être ça, je suis désolée. Oui. Commencez par la seconde, la première est toujours difficile. Il y a quelqu'un là qui veut la poser une question. Alors merci pour la conférence. Il y a un autre pic d'une ressource non renouvelable qui est à venir potentiellement, il y en a beaucoup qui en parlent, c'est le pétrole. Et je pense que c'est encore pire que le phosphore. Le phosphore, on s'en sert. Pourquoi? Pour les engrais, pour les choses? C'est un engrais. Le phosphore, c'est un engrais. Les engrais, c'est NKP, c'est le P de NKP. Okay. Sur les sacs d'engrais, si vous regardez, ou même sur la petite boîte là, de ce que vous utilisez pour votre jardin ou pour vos plantes d'intérieur, il y a NKP, il y a les 3 lettres. De mémoire, N c'est l'azote et P c'est le phosphore. C'est effectivement important. Alors oui, effectivement, le pétrole, il y a le pic pétrolier. À l'heure actuelle, on a plutôt tendance sur les produits pétroliers à trouver de nouvelles ressources. Quasiment chaque année, on nous annonce qu'on trouve des ressources offshore, etc. Il y a eu un moment où on a été très pessimiste. J'ai l'impression qu'on l'est un petit peu moins. Mais c'est effectivement on en trouve toujours moins par rapport aux demandes qu'il y aurait, donc on va arriver à un pic. Et c'est encore pire, là, tout à l'heure vous parlez que ça va être difficile que les villes puissent être autonomes en fait, ou les régions en alimentation, mais ça c'est la chose la plus dramatique. Si on a moins de pétrole et qu'on veut plus se nourrir localement, comment on fait finalement? J'ai pas la solution, hein. Je pense qu'il y a des choix, mais effectivement dans les consommations pétrolières, j'ai essayé de montrer tout à l'heure avec le kilomètre alimentaire que vraisemblablement en réfléchissant là-dessus, on devrait faire des gains en matière d'utilisation des moyens de transport. Donc, il y a moyen de transport, puis pour faire les engrais, il faut du pétrole. Oui. Puis en fait, c'est pas que transporter les... Non, c'est pas que transporter, il y a aussi le besoin de gaz, enfin de pétrole ou de gaz pour faire des engrais. Oui, tout à fait. Non. Il y avait une question ici. Bonsoir. Alors, merci pour votre présentation. Vous nous avez fait un glossaire des possibilités et des portes de sortie pour l'avenir de l'agriculture. Donc, libre choix aux agriculteurs de choisir la bonne stratégie pour leur exploitation. Simplement, il y a une chose que j'ai du mal à voir, c'est que vous nous avez parlé d'un endettement profond des agriculteurs, 192 000 € en moyenne. Vous nous dites aussi qu'en 2020, il va y avoir une réduction des budgets de la PAC liée aux aides agricoles. Et en contrepartie, on nous propose une sortie de crise du monde agricole par le biais de technologies qui sont, je suppose, j'en sais rien, mais à mon avis, extrêmement coûteuses. Et donc... j'ai pas de solution. Moi, j'arrive pas avec une proposition de solution. J'ai essayé de faire effectivement un inventaire à la fois des défis et des pistes possibles. Et c'est pour ça que je parle de choix. Parce que vraisemblablement, il va y avoir nécessité pour les exploitants agricoles de choisir un modèle qui puisse être viable pour eux. Alors, on n'a pas le temps. Moi, dans ma grande naïveté, je pensais qu'on aurait du temps, mais c'est pas grave. Je pourrais éventuellement faire passer, et puis j'avais un tout petit bout de vidéo, mais on n'a pas le temps de le passer, d'un agriculteur qui explique, alors c'est un producteur laitier, c'est pas à Beaufort, ils sont moins bien rémunérés, 200 € de moins les 1000 litres hein, quand même, mais lui il explique qu'ils s'en sortent, etc. Parce qu'effectivement, ils ont choisi de faire comme les Irlandais d'une certaine manière, c'est-à-dire de rien acheter à l'extérieur. Et donc de limiter au maximum. Et d'autre part, de travailler en coopérative à la sortie du produit, et du produit laitier en l'occurrence, mais aussi en coopérative par rapport au matériel. Donc, j'ai pas de solution, c'est évident. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse en disant que c'est pas simple, et c'est d'autant moins simple que les agriculteurs sont très endettés. C'est-à-dire que plus on est endetté, moins on peut facilement changer de système.
Par contre, effectivement, quand un exploitant agricole arrive à passer le cap, à faire le pas, il s'en trouve bien. Je vais prendre juste un tout petit exemple qui est déjà qui est pas récent, hein, qui a bien une vingtaine d'années maintenant, en Bretagne. J'évoquais tout à l'heure le modèle de production laitière en Bretagne, c'est maïs en silage. Le maïs en Bretagne, il peut faire que de l'ensilage parce qu'il n'arrive pas à mûrir. Peut-être qu'il va mûrir avec le réchauffement climatique, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on les coupe en verre et qu'on le hache et qu'on met ça sous une bâche et qu'on donne à manger aux vaches. Alors, soit dit en passant, ça ne permet pas de faire du bon fromage derrière. Et puis, soja importé. Il y a dans un secteur de Bretagne un groupement d'agriculteurs qui s'appelle le CEDAPA qui a essayé de se dire mais en fait les vaches dans le temps elles ne mangeaient pas comme ça. Il y a un vieux paysan breton, le père Pochon, je vais reprendre son expression parce que je trouve qu'elle est sympa. Elle dit une vache, ça a une barre de coupe à l'avant, un épandeur à fumier à l'arrière. Vous la mettez au pré, en plus elle est contente. Elle ne vous donne pas de travail et ça ne vous coûte pas grand-chose. Et effectivement, ils ont mis en place un système d'herbage graminées, légumineuses, trèfles, etc. Sur des prairies qui ressèment de temps en temps, etc. Des études ont été faites sur la viabilité économique de leurs exploitations. Ils ont une meilleure viabilité économique que leurs voisins, alors qu'ils ne touchaient pas de prime PAC pour le maïs. Donc il fallait effectivement qu'ils passent le cap de se dire je ne vais pas toucher la prime maïs et je change de système. Alors ça a été facilité quand on a quitté les subventions aux produits pour passer à la surface et à la tête de bétail. Je ne suis pas persuadée qu'il y en ait beaucoup qui aient fait le changement, mais c'était déjà plus facile. C'est vrai que la PAC qui va être mise en place, elle peut aussi, en mettant des conditions aux aides, peut-être aider aussi à des évolutions. C'est-à-dire que si on limite les subventions, il faut savoir qu'il y a des subventions aux 53 premiers hectares. Je n'ai pas développé mon exemple chinois tout à l'heure, mais ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on a une entreprise chinoise qui va racheter un certain nombre de terres qui ne réunit pas les exploitations, ils mettent juste le même gérant pour la totalité de ces exploitations, et il y en a 6 ou 7, et ils touchent 7 fois les subventions des 53 premiers hectares, alors qu'en fait c'est une très grande exploitation. Donc là, il y a vraisemblablement, l'Europe pourrait avoir des éléments de conditionnalité sur des pratiques. Il y en a déjà, les mesures, les MAE, les mesures agro-environnementales qui sont des aides à un certain nombre de ce qu'on a appelé le verdissement de la PAC. Mais c'est vrai que c'est complexe et que les choix, ils sont vraiment à tous les étages et qu'ils ne sont pas faciles à faire et que moi, je n'ai pas les compétences pour les faire. En plus, j'ai aucun pouvoir pour les faire, même pas une baguette magique. La dernière question, je pense. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée sur la surface de terrain et le volume d'eau qu'il faut pour produire 1 kg de bœuf, 1 kg de poulet, 1 kg de pois chiches? Alors, j'ai pas tous les chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, pour produire, en moyenne, alors ça va être moins précis que ce que vous me demandez, mais en moyenne, pour produire 1 calorie de viande, il faut en amont produire 4 si c'est du poulet, 11 si c'est du bœuf, calories végétales. Et d'autre part, si on s'alimente avec plus de végétaux, et notamment des légumineuses, on peut dégager de 2 à 20 fois plus de protéines à l'hectare cultivé. Mais je n'ai pas les quantités d'eau, etc. Mais effectivement, les productions animales, je suis la première à aimer un bon steak. Hein. Mais on n'était pas obligé d'en manger à tous les repas, au petit déjeuner, etc. tous les jours. Vraisemblablement, et les nutritionnistes, il y a eu un... Enfin,
j'ai rencontré un chercheur de l'INRA qui travaille là-dessus et qui dit qu'il faudrait qu'on rebascule sur au moins un tiers de protéines végétales. Si tous les Européens consommaient un tiers de protéines végétales sur leur ration protéique, on aurait déjà bien avancé. Parce qu'effectivement, on aurait moins besoin de terre pour produire des aliments pour le bétail. Et puis, alors, toutes les conséquences induites en différentes matières, etc. Il me fait des gros yeux, on arrive au bout. Non, c'est bon, on est à l'heure. Merci Christiane, et merci à vous. Ноги соединены.